Avec nous, en liaison directe, Frédéric Valletoux, qui est le président de la Fédération hospitalière de France. Frédéric Valletoux, bonjour. Bonjour. Bien. Frédéric Valletoux, voilà, je vous vois à l'antenne. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération hospitalière de France depuis 2011. 408 000 lits cliniques, hôpitaux, publics, privés en France, c'est ça? C'est le bon chiffre? Oui, à peu près, oui. C'est la mobilisation générale. Et 260 000 en hôpitaux publics? À peu près aussi. Bien. L'hôpital public, c'est la moitié de l'offre de soins en France, bien sûr. La moitié de l'offre de soins en France. Frédéric Valletoux, un mort toutes les 4 minutes. Ce chiffre nous frappe, évidemment. L'épidémie gagne du terrain. Le directeur général de la santé le dit tous les jours. Elle gagne du terrain. Elle est aujourd'hui sur l'Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, les hôpitaux français sont débordés, oui ou non? Oui, dans certaines régions, bien sûr. Débordé, ça tient, mais ça tient dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. On le voit tous les jours dans le Grand Est. On va le voir de plus en plus en Île-de-France. Donc si on prend les chiffres de manière nationale, on se rassure. Si on regarde les choses de manière régionale, et dans certaines régions, il y a de quoi effectivement s'inquiéter, mais néanmoins, les patients sont pris en charge, ils sont accueillis, mais dans des conditions qui sont effectivement chaque jour un peu plus incertaines dans certaines régions, et on le voit notamment en Île-de-France. Alors aujourd'hui, les hôpitaux publics sont en capacité de prendre en charge tous les malades qui arrivent à l'hôpital. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve d'extrême solidarité entre les régions, entre les hôpitaux, multiplier les opérations comme on en a vu hier de transfert de patients. On a vu hier un train qui a emmené des patients à Angers, à Nantes. Il va falloir aider l'Île-de-France, très clairement, parce que ce qui est arrivé au Grand Est arrive en Île-de-France. Et on est aujourd'hui à la limite des capacités en Île-de-France, 24 heures, 48 heures. Et il faudra déclencher les opérations de solidarité massive avec les régions françaises, peut-être aussi avec les pays européens qui sont peut-être encore moins touchés et qui voient l'épidémie arriver simplement dans 2-3 semaines. Ils ont le temps d'accueillir des patients éventuellement français. Il faut accélérer tout cela parce que sinon, si on laisse chaque hôpital se débrouiller tout seul, chaque territoire pris par l'épidémie se débrouiller tout seul, on va vers des catastrophes et ça, ce serait évidemment inenvisageable. Donc, il faut une solidarité nationale et il faut donner les moyens aux hospitaliers de pouvoir organiser des opérations de transfert de patients de manière massive. Il y a saturation, on sait, dans le Grand Est. Il y a aujourd'hui saturation en Île-de-France, plus qu'à Paris. C'est toute l'Île-de-France qui est touchée, puisque toute l'Île-de-France. Aujourd'hui, c'est toute l'Île-de-France qui est touchée. Dans mon hôpital, ici, dans le sud Seine-et-Marne, on sera sans doute ce soir ou demain aux limites extrêmes de nos capacités d'accueil. Il faut être lucide. Il faut regarder les choses en face et donc il va falloir faire jouer une solidarité régionale. On a encore en France des hôpitaux qui sont moins sollicités. Ça ne veut pas dire que dans les semaines qui viennent, ils ne le seront pas à leur tour si malheureusement l'épidémie gagne ces régions. Mais néanmoins, pour quelques jours, quelques semaines, mais on en est là dans le combat d'aujourd'hui, on peut sans doute compter sur eux et il faut organiser des transferts de patients parce que sinon, c'est le risque de ne pas pouvoir prendre en charge tous les patients. C'est le risque de faire reposer sur les médecins et sur les soignants en général le choix de soigner plutôt tel patient que tel autre. Et évidemment, ce sont des choses qu'il faut évidemment éviter. On peut l'éviter encore par la solidarité, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, c'est une question terrible. Vous me conduisez à vous la poser. Une question terrible. Est-ce que parfois, des patients sont sacrifiés ? Je ne suis pas soignant, je ne veux pas parler en leur nom. Mais il y a des témoignages qui, effectivement, nous racontent que, oui, parfois, il y a des patients qui sont prioritairement pris et d'autres à qui l'on ne peut pas offrir la prise en charge identique. Une prise en charge identique. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a des choix douloureux parfois qui sont faits. Et pour éviter ces choix, il faut absolument, effectivement, arriver à ce que
on puisse donner les moyens aux hospitaliers, je le redis, hein, mais que cet effort qui pèse sur quelques régions soit, j'allais dire, réparti sur l'ensemble du territoire et sur les pays avoisinants. Bien sûr, on a des voisins comme l'Italie et l'Espagne qui se battent et dans des proportions parfois plus importantes que nous, mais il y a en Europe encore, dans le nord de l'Europe, il y a dans l'est de l'Europe des pays qui peuvent peut-être encore, avec lesquels on peut peut-être encore organiser des opérations de prise en charge. C'est majeur parce que sinon, réellement, et je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on va mettre les soignants face à des choix qui sont douloureux, difficiles, inacceptables. On verra des images que l'on ne souhaite pas voir et nous aurons des témoignages qui seront insupportables. Et nous aurons des patients que nous serons obligés de laisser, j'allais dire malheureusement, ne pas pouvoir prendre en charge. Et donc cette solidarité-là, il faut l'organiser. Ces trains des soins qu'on a vu partir hier de Strasbourg, il faut en voir partie d'autres de Paris pour permettre que, j'allais dire, ce soit tout l'appareil sanitaire aujourd'hui qui soit mis à contribution. Oui, Frédéric Valletoux, je voudrais qu'on parle du personnel, vous parliez des soignants. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un afflux de volontaires, je vais y venir, mais est-ce qu'on manque de personnel dans les hôpitaux ? Vous savez, on peut enrager aujourd'hui de constater la situation de pénurie. Se dire que dans un pays comme la France, on peut mettre potentiellement en danger, c'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des établissements de santé, mais les réserves s'amenuisent. On peut mettre en danger parce que dans 48 heures, dans 24 heures, dans certains établissements, il manque des masques, il manque des charlottes, il manque des lunettes, il manque des gants, il manque des surblouses. On parle beaucoup des masques, mais si vous avez juste un masque et pas de lunettes, et pas de gants, et pas de surblouse, je veux dire, les risques sont les mêmes. Et donc, c'est se dire qu'il manque autant d'éléments de protection, c'est effectivement, lorsqu'il va falloir relire les choses, se dire qu'on a failli quelque part et que dans un pays comme le nôtre, qui consacre plus de 220 milliards d'euros à ses dépenses de santé, ne pas être capable de constituer des stocks qui soient nécessaires le moment venu, surtout que ce ne sont pas des stocks qui se périment en quelques semaines, effectivement ça semble aberrant. Donc oui, je veux donner un grand coup de chapeau moi à ces professionnels qui aujourd'hui font face, ils gardent leur colère pour eux, ils sont sur le terrain, ils sont au pied du malade, à les prendre en charge. Il n'y a plus de généraux, il n'y a plus de 100 grades. Tout le monde aujourd'hui est au pied du malade, les professeurs, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers spécialisés, tous. Il y a une mobilisation générale et qui est incroyable. Alors certes, les Français le savent, ils les applaudissent tous les soirs, c'est très bien. Mais j'en vois encore qui se baladent, j'en vois encore qui font des footings, j'en vois encore qui se comportent n'importe comment. Et ça, ils se rendent pas compte à quel point ils mettent en danger la vie des autres et à quel point ils font peser sur ce système soignant la possibilité que l'épidémie, finalement, on n'arrive pas à la contenir, ou en tout cas, si on arrive à la contenir, c'est dans des temps qui seront beaucoup trop longs. Et le quotidien des soignants, c'est aujourd'hui une extrême mobilisation. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens de se comporter comme des surhommes pendant des semaines et des mois. Et donc, pour que les choses ne craquent pas, il faut penser au personnel. Et le meilleur moyen de leur rendre service, c'est déjà de rester confiné, de rester chez soi. Ça, c'est majeur. Donc aujourd'hui, grâce à l'apport des appels à volontaires, je pense qu'on aura assez de soignants. Si ça s'installe dans le temps, inévitablement, entre ceux qui sont contaminés, entre ceux qu'on met en quarantaine, en quatorzaine, ceux qui vont évidemment être touchés par l'épuisement, on risque là de voir des lignes qui vont s'effriter. Frédéric Valletoux, je ne veux pas entrer dans les polémiques. N'est pas venu le temps des polémiques. Mais j'aime les questions franches et directes. Le 27 février, vous déclariez « Les hôpitaux français ont les moyens de faire face à l'épidémie. Ont les moyens de faire face à l'épidémie, ont les moyens techniques et humains. Ils ont les moyens matériels. » Le 10 mars, vous disiez « Le système hospitalier est bien préparé à l'épidémie de coronavirus en cours. » Vous disiez qu'il n'y avait pas de risque de saturation. Aujourd'hui, regardons où on en est, Frédéric Valletoux. Oui, mais vous savez, ces déclarations sont faites toujours à l'état des connaissances le jour dit. Et j'ai toujours dit dans mes déclarations, au jour d'aujourd'hui, de ce qu'on sait de l'épidémie, de ce qu'on sait de sa propagation, de ce qu'on voit de l'étranger,
Aujourd'hui, les lignes tiennent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pourrais presque vous faire la même déclaration. Vous la trouveriez peut-être exagérée, mais aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas d'exemple de patients qu'on ne peut plus prendre ou de patients qui sont installés par dizaines dans des couloirs sans être pris en charge. Donc aujourd'hui, les lignes tiennent de manière extrêmement difficile et de manière tendue. Et il faut souhaiter que le pic, j'allais dire, que dans les jours qui viennent, il n'y ait pas le même rythme d'afflux de patients et de prise en charge qui soit nécessaire. Mais aujourd'hui, je veux dire, l'hôpital fait son job. Alors il faut le faire en accélérant la solidarité entre régions, il faut le faire en accélérant le transfert de patients, il faut le faire effectivement en faisant appel à des soignants qui effectivement se sont éloignés de la carrière médicale, se sont éloignés du soin pour des raisons diverses et qui aujourd'hui peuvent venir donner un coup de main. Ils le font en Ile-de-France, l'appel a amené quand même presque 5000 personnes à tout d'un coup, j'allais dire, arriver et proposer leur aide aux hôpitaux. Donc ces déclarations d'il y a quelques semaines, bien sûr, elles étaient faites au jour où les choses étaient dites, à l'état des connaissances tel que ce jour-là, on le savait. Oui, mais Frédéric Valletoux, pourquoi j'ai une question corollaire à vous poser. Pourquoi est-on en France 5 fois moins bien couvert en lits de réanimation qu'en Allemagne, par exemple? Pourquoi? Parce qu'on a cassé l'hôpital public? Parce que, à force de vouloir faire rentrer le patient et le faire sortir le soir, on a cassé les moyens de l'hôpital public? Mais là, pour le coup, et vous m'avez souvent interrogé sur ces sujets, et donc on peut ressortir des déclarations anciennes. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui enragent. Je fais partie de ceux qui enragent qu'on n'ait pas écouté de manière plus ancienne, à l'époque où les réformes auraient pu être faites, à l'époque où l'urgence n'était pas là. On n'ait pas écouté le fait qu'il fallait préserver, mais par-dessus tout, le système de santé public français, qu'il fallait préserver l'hôpital, qu'il fallait rendre les carrières plus attractives, parce que sinon c'était le risque de voir partir des milliers de personnes de quitter l'hôpital compte tenu des petits salaires, etc. Et c'est ce qui est arrivé ces dernières années. Il fallait arrêter de pressurer l'hôpital comme ça a été fait, alors qu'on a 30% des dépenses de santé dans notre système français qui sont des dépenses dites inutiles ou redondantes, et que tout cet argent-là, eh bien, on a fait des sacrifices quelque part, je veux dire, dont on voit les conséquences aujourd'hui. Et ça, si vous voulez, je fais partie de ceux qui aujourd'hui enragent, mais moi aussi j'ai pas le droit d'exprimer ma colère parce que je pense d'abord aux soignants, c'est d'abord à eux que je veux dire, et eux pour l'instant ils soignent, et eux pour l'instant ils montent au front, et eux pour l'instant ils serrent les dents et ils prennent en charge. Donc je veux dire, je les regarde faire et je suis admiratif de ce qu'ils font. Donc je garde cette colère-là pour les semaines qui viennent, mais on pourra ressortir toutes les études que depuis des années on a publiées, appelant à des réformes structurelles, appelant à ce qu'on considère l'hôpital, appelant à ce qu'on considère les carrières hospitalières, appelant à ce qu'on paye à son juste prix le soin. Les 25 € du généraliste, le salaire de l'aide-soignante, le salaire du chirurgien public, etc., etc. Tout ça est indécent et tout ça doit être remis sur la table. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'urgence. Aujourd'hui, c'est le combat. Aujourd'hui, c'est la guerre. Mais dans les semaines qui viennent, il faudra le faire. Le président a déjà donné un rendez-vous. Le président Emmanuel Macron a dit je vais un grand plan d'investissement, etc. Oui. Je ferai partie de ceux qui, effectivement, seront lui rappeler cet engagement parce qu'il y a un moment, et on aura un retour d'expérience immédiat, il faut arrêter de repousser les réformes de fond. Oui, vous serez exigeant Frédéric Valletoux, on attend de vous que vous soyez exigeant. Dites-moi, on manque de médecins, on manque d'infirmières et d'infirmiers, on manque d'aides-soignants et d'aides-soignantes, de pharmaciennes et de pharmaciens, de brancardiers, d'ambulanciers, je ne sais pas moi, d'agents de soins hospitaliers. Je crois qu'on peut s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle renfort-covid.fr, c'est cela, pour aller aider le personnel. Bien sûr. Il faut aller aider que tous ceux qui ont appris ce métier-là, que tous ceux qui peuvent être partie prenante de la prise en charge, se manifestent effectivement et donnent un coup de main parce qu'on s'inscrit dans la durée. Vous savez, on est face à une crise sanitaire qui, contrairement à un attentat, contrairement à un drame environnemental, contrairement à un accident même d'ampleur, va s'installer dans la durée. Et la pression qui pèse sur les épaules des soignants au quotidien, elle va s'installer pour plusieurs semaines. Et il faut veiller effectivement à ce que le système ne craque pas, et c'est-à-dire que les personnels eux-mêmes arrivent à tenir psychologiquement, physiquement. Et pour cela, il faut effectivement les aider au maximum. Donc oui, j'appelle tous ceux qui ont appris ce métier de soignant, ont participé, ont travaillé, sont brancardiers, ont travaillé à différents niveaux, j'allais dire dans le soin, dans l'hôpital, dans les établissements de santé,
santé, à se faire connaître, effectivement, à s'inscrire sur les plateformes. Et puis j'appelle aussi tous ceux qui aujourd'hui veulent aider, veulent donner, veulent participer d'un élan généreux aussi à aider l'hôpital. On a lancé avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, la Fondation des Hôpitaux de France et la Fédération hospitalière de France un appel aux dons à une plateforme, effectivement, sur le site de la Fédération des Hôpitaux de France pour aider, faire des dons. On a bien réussi à trouver des millions pour Notre-Dame. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à ce que de grands mécènes qui s'étaient lancés dans cette démarche ne fassent pas aussi le geste pour les soignants, le geste pour le système de santé et finalement le geste aussi pour les Français qui sont pris en charge. Alors Frédéric Valletoux, les EHPAD, aucun bilan national dans les EHPAD, impossible de savoir quelle est la situation réelle. Est-ce que vous avez quelques chiffres? Combien d'EHPAD touchés par le virus, par exemple, ou Frédéric Valletoux? On n'a pas de chiffres exacts puisque les seuls qui recensent les chiffres, ce sont les administrations et c'est les agences régionales de santé, c'est le ministère de la Santé. Ils ont promis des chiffres pour le début de semaine. On les attend nous aussi. On sait qu'effectivement il y a parfois des situations qui sont difficiles parce que quand le virus s'invite dans un EHPAD, c'est pas une ou deux personnes qui sont touchées, et c'est pas une ou deux personnes qui ont des complications graves jusqu'au décès parfois. Et donc on s'attend à ce que quand on aura levé le voile sur la réalité dans les EHPAD, une triste réalité nous rattrape sur des publics qui sont éminemment fragiles. On sait par exemple qu'en Île-de-France, puisqu'il y a un recensement qui a été fait, il y a à peu près 150 EHPAD sur les 700 EHPAD qui sont touchés par ce coronavirus. C'est beaucoup, parce que je vous dis, une fois que le virus est à l'intérieur de l'établissement, les dégâts peuvent être grands. Donc là aussi, il faut sans doute faut appeler les forces médicales qui viennent en soutien des forces hospitalières, peut-être aussi à donner du temps pour aller dans les EHPAD, aider les personnels, aider à ce qu'on arrive à contenir aussi dans ces établissements le coronavirus. Alors j'ai deux dernières questions. La première, c'est les liens entre l'hôpital public et le privé. Les hôpitaux privés, les cliniques privées. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, parce que j'ai entendu Lamine Garbi, que j'ai reçu il y a quelque temps, qui se plaignait en disant on n'est pas assez collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hôpital public lance vraiment un grand travail en étroite relation avec le privé et lance un grand appel au privé pour venir en soutien? Je pense que si vous leur posiez la question aujourd'hui, ils vous répondraient différemment parce qu'aujourd'hui, c'est branle-bas de combat et c'est tout le monde coude à coude, main dans la main sur le terrain. Et aujourd'hui, il n'y a pas une clinique qui n'ait pas des patients à prendre en charge. Alors, c'est pas forcément des patients touchés par le Covid-19, ça peut être des patients parce que la vie continue, il y a toujours des gens qui ont des problèmes cardiaques, il y a des gens qui ont J'allais vous en parler. des maladies chroniques, il y a des gens, etc. Donc, donc on se répartit le travail et aujourd'hui, ça se fait dans toutes les régions. Moi, je voudrais saluer, vous savez, il y a beaucoup de libéraux qui, dès le début, et notamment dans le Grand Est, ont quitté leurs établissements, ont pris du temps et sont allés aider leurs collègues du public. La prise en charge, elle est organisée, c'est d'abord en première ligne les établissements publics, parce que c'est eux qui traitent l'urgence en France, parce que c'est eux qui sont les mieux équipés et parce que la politique est organisée comme ça et décidée comme ça depuis longtemps. C'est les hôpitaux publics en première ligne. Et ensuite, on va chercher des hôpitaux plus éloignés ou on va chercher des cliniques privées lorsqu'effectivement on arrive, je veux dire, aux limites des capacités de l'hôpital public. Et donc, il y a eu un décalage effectivement de quelques jours, mais qui est bien normal, entre le moment où on a dit aux cliniques déprogrammées, parce que la vague arrive, comme on dit, et le moment où effectivement les premiers patients sont arrivés. Donc ça y est, je crois qu'aujourd'hui, ces phrases de on est oublié, elle date déjà d'il y a une semaine, mais dans une semaine telle qu'on vient de les vivre, dans ces semaines qu'on est en train de vivre, une semaine ça paraît une éternité, et pourtant, mais les cliniques elles sont mises à contribution aujourd'hui, et elles le font, je veux dire, avec vraiment leur savoir-faire, elles le font avec son esprit de solidarité, et ça il faut le souligner. Et puis je voudrais, vous y avez fait allusion, mais je voudrais le rappeler, il y a d'autres malades dans les hôpitaux français, des malades qui ont des pathologies lourdes parfois, et qu'on ne va pas oublier, Frédéric Valletoux. Rassurer les familles et rassurer les malades. Bien sûr qu'on ne va pas les oublier et aujourd'hui, quand on parle de l'occupation des lits de réanimation et quand on donne les chiffres région par région au niveau national, tous les lits ne sont pas occupés que par des patients Covid-19. Il y a dans les lits de réanimation occupés des gens qui sont là pour des problèmes autres, mais néanmoins qui occupent des lits et qui ont
toute raison à être soigné. L'appareil hospitalier ne se focalise pas qu'à 100% sur le Covid-19. Il continue son travail, il continue à soigner l'ensemble des patients qui en ont besoin. Il y aura, l'épidémie va durer quelques semaines. Il y aura une après-épidémie où il va falloir effectivement que tous les établissements publics, privés de toutes sortes reprennent la vie normale et reprennent le flux des patients qui ont été déprogrammés, etc. Donc vous savez, pour les soignants, l'affaire ne va pas s'arrêter le jour où le Covid-19 aura été circonscrit, parce que beaucoup de choses ont été reportées, retardées, et que il y a une remise en ordre, une remise en route du système de santé qui va durer longtemps. Et c'est pour ça que l'appel aux dons que j'ai lancé, il est aussi important, parce que il va falloir soutenir tous les soignants. Merci beaucoup Frédéric Valtou d'avoir été notre invité ce matin, président de la Fédération hospitalière de France. Et puis vous parliez d'appel aux dons. Bien, je vous rappelle que nous sommes associés à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Nous avons lancé un appel aux dons ensemble, tous avec les acteurs du sport. Soutenons la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France pour donner, aider le personnel soignant. Rendez-vous sur rmc.fr ou envoyez dons par SMS au 92 111 pour donner 5 € et rendez-vous sur les réseaux sociaux d'RMC et sur le hashtag Solidarité Hôpitaux. Frédéric Valtou, merci. Il est 8h55. Merci. Vous êtes sur RMC et vous êtes sur BFM TV. Merci.